Alors, c'est parti. Donc, intelligence artificielle, et si on avait vraiment de quoi s'inquiéter? Alors, lui, c'est Geoffrey Hinton. Vous avez peut-être vu récemment dans les news, parce qu'il vient de recevoir le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les réseaux de neurones profonds. Et il avait déjà reçu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique, sur le même sujet. Donc la semaine dernière, il a donné son discours lors de la remise de son prix, mais au lieu de parler de ses travaux révolutionnaires sur les réseaux de neurones artificiels, il a consacré l'intégralité de son discours à nous alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Ce même Geoffrey Hinton est la personne qui, l'année dernière, a démissionné de son poste chez Google pour pouvoir s'exprimer librement sur les risques posés par l'intelligence artificielle. Alors, il n'est pas seul, au contraire. L'année dernière, des centaines d'experts mondialement reconnus en intelligence artificielle ont signé une déclaration qui affirme que l'intelligence artificielle représente un risque existentiel pour l'humanité, au même titre que les pandémies et les guerres nucléaires. Donc ça, je vous ai mis la citation ici de la déclaration qui a été signée, c'est en anglais. C'est disponible sur le site pour le Center for AI Safety. Alors, ça paraît inquiétant, et du coup, les questions auxquelles je vais essayer de répondre pendant cette présentation, ce seront les suivantes. Pourquoi autant d'experts en IA, dont moi-même, sont en état d'alerte? Quels sont les dangers concrets qui nous préoccupent? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est une urgence, que c'est quelque chose dont il faut s'occuper maintenant et ne pas attendre? Et tout d'abord, qui suis-je? Donc, moi, je m'appelle Maxime Fourne. J'ai travaillé en intelligence artificielle pendant un peu plus de 10 ans. J'ai fait des études d'ingénieur en France. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master en mathématiques à l'université de Cambridge. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en machine learning avant de me spécialiser en réseau de neurones artificiels profonds à partir de 2015, ce qui est la technologie qui est actuellement derrière toutes les IA dont on entend parler, comme ChatGPT, etc. Et plus récemment, j'ai dirigé une équipe de chercheurs et d'ingénieurs chez Two Sigma, une entreprise américaine qui était à la pointe de la recherche en IA dans la finance. Et là-bas, on développait un système qui était capable de comprendre des documents papier comme un humain. Donc ça, c'était jusqu'en 2022. Et en 2022, j'ai pris la décision de tout quitter, entre autres parce que j'ai perçu un tournant majeur dans le domaine de l'IA, une accélération du progrès qui m'a fait commencer à me questionner. J'ai décidé de prendre un temps, une année sabbatique pour réfléchir à tout ça, travailler sur mes propres projets. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait des dangers. C'est pour ça que j'ai fondé Posia. Donc, je vais vous présenter tout ça. Mais donc, le plan global de cette présentation, ça va être celui-ci. D'abord, je vais vous présenter ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que c'est une présentation grand public, donc on ne va pas supposer qu'il y a des connaissances préalables. Ensuite, on va expliciter quels sont les dangers dont toutes ces personnes parlent en ce moment, et qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, en tant qu'individus. Alors, et je vous invite tout au long de cette présentation à ne pas hésiter à poser des questions, donc écrivez-les dans le chat. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, évidemment. Utilisez votre esprit critique. S'il y a le moindre doute, n'hésitez pas à le formuler et j'essaierai d'y répondre. Donc, tout d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, l'IA, c'est un domaine de recherche qui existe depuis les années 50 environ. L'objectif, c'est de créer des machines intelligentes, et l'objectif ultime, c'est de créer des machines qui seraient capables de rivaliser avec l'intelligence humaine, voire de la surpasser. Alors, l'intelligence, le problème, c'est que c'est un concept qui est assez difficile à définir. Il y a plusieurs définitions possibles. Il y en a une que j'aime beaucoup,
qui décrit l'intelligence comme la capacité à accomplir un objectif, quel que soit l'objectif. Donc, dans cette optique, un système est considéré comme plus intelligent qu'un autre s'il peut accomplir plus d'objectifs et de manière plus efficace. Mais globalement, on peut utiliser un peu toutes les définitions d'intelligence qu'on veut. Le but de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique, c'est de construire des machines qui vont être de plus en plus supérieures à l'homme éventuellement, quelle que soit la définition d'intelligence qu'on décide de prendre. Ça, c'est le but. Le Graal de la discipline, c'est ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle générale. C'est un système qui, quel que soit l'objectif qu'on lui donne, serait au moins aussi performant qu'un humain moyen pour l'accomplir. Donc, pour donner des exemples concrets, imaginez un système qui soit capable de faire votre comptabilité mieux qu'un humain moyen, qui soit capable d'écrire un roman, ou de conduire une voiture, ou de faire la vaisselle, ou de créer et gérer une entreprise, ou même de persuader quelqu'un. Donc, quelle que soit la tâche qu'on imagine, une intelligence artificielle générale, par définition, serait capable de la faire aussi bien que l'humain moyen. Donc ça, c'est vraiment le but de cette discipline, et ça n'existe pas encore, mais on est en train d'y travailler. En termes de progrès en intelligence artificielle, pour donner une espèce d'aperçu de l'histoire du domaine, jusqu'aux années 2010, on avait des progrès relativement lents. On se concentrait surtout sur la création de systèmes spécialisés basés sur ce qu'on appelle des algorithmes. Les algorithmes, c'est des séries d'instructions précises qu'on donne à une machine qui les exécute, et un humain peut lire ces instructions, les comprendre, et globalement, on a une forme de contrôle de cette manière. Mais à partir des années 2010, on assiste à une révolution, celle des réseaux de neurones artificiels profonds. On change complètement de paradigme. Alors, les réseaux de neurones artificiels, c'est une idée qui est ancienne, elle date des années 70, mais elle a vraiment pris son essor que récemment. Le principe, c'est de créer un modèle simplifié du cerveau humain. Donc, dans notre cerveau, on a des milliards de neurones qui sont interconnectés et qui échangent des informations via des signaux électrochimiques. Donc, par exemple, là, quand je baisse mon doigt, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un signal électrique qui a parcouru mon bras. Ce signal, il vient de mon cerveau. Dans mon cerveau, il y a tous ces neurones qui sont connectés les uns aux autres, qui récupèrent l'information de mes capteurs, donc mes yeux, mes oreilles, les sons, etc., qui prend en compte l'état précédent de mon cerveau et qui transforme cette information jusqu'au dernier moment pour signifier à mon doigt qu'il doit baisser. Donc les réseaux de neurones artificiels, c'est une tentative pour reproduire ce fonctionnement biologique d'une manière simplifiée. Donc là, je vous ai mis le schéma à gauche d'un neurone biologique et à droite du modèle mathématique qui correspond, qu'on implémente ensuite dans une machine. Et pour vous donner juste une idée de l'échelle, le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones et plus de 100 000 milliards de connexions entre les neurones. Dans les années 70, quand on a inventé les réseaux de neurones artificiels, on avait du mal à faire tourner un réseau de 100 neurones artificiels. Donc ça ne marchait pas. Alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir des milliards de neurones dans les modèles les plus avancés. Voilà, l'image que j'ai mise, ça représente un réseau de neurones artificiels. Donc c'est pour une tâche assez classique qui considérerait à classifier des images de chiens et de chats, par exemple. Donc on donnerait au système une image de chien, il faut que le système dise en sortie que c'est un chien. On donne une image de chat, il faut qu'il dise que c'est un chat. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend l'image, on la décompose en pixels, on fait rentrer ces pixels dans un réseau de neurones, et en sortie, il y a une seule sortie qui indique si c'est un chien ou un chat. Et on a inventé un algorithme tout simple pour que le système apprenne à partir de données qu'on lui présente. Donc on va lui présenter des millions et des millions d'images de chiens et de chats.
Au début, ce réseau de neurones artificiels est complètement aléatoire, c'est-à-dire que les connexions entre les neurones sont complètement aléatoires et le résultat va être toujours faux. Mais on a un système qui permet de réorganiser toutes ces connexions automatiquement selon si le réseau se trompe ou s'il a raison. Quand le réseau se trompe, on va en gros, pénaliser les connexions actuelles et quand il a raison, on renforce les connexions actuelles. C'est une façon extrêmement simplifiée d'expliquer ça, mais ça donne un petit peu l'intuition. Donc à partir de 2010, on a la puissance de calcul suffisante pour commencer à utiliser des réseaux de neurones artificiels et on commence vraiment à avoir des progrès. On a des machines qui commencent à surpasser les humains dans des domaines spécifiques. Par exemple, le jeu de Go en 2016, qui a fait pas mal de bruit, parce que c'est un accomplissement que beaucoup de gens pensaient être totalement hors de portée des machines, en raison de la créativité et de l'intuition qui est nécessaire pour jouer à ce jeu. À partir de 2020, on entre dans une espèce de phase d'emballement. Donc là, on commence à voir apparaître des IA qui sont capables de générer des images réalistes à partir de descriptions textuelles. On commence à voir des modèles de langage qui acquièrent des compétences en programmation, alors que ce n'était pas voulu. Et là, je vous ai mis une image. C'est un tableau qui illustre le progrès rapide sur toutes sortes de benchmarks. Donc, des benchmarks, c'est des évaluations que l'on fait de ces modèles dans différents domaines pour essayer de quantifier les performances de ces intelligences artificielles. Donc là, chaque courbe correspond à un type de performance différente. Donc il y a de la reconnaissance d'images, il y a être capable de passer différents tests que des humains seraient capables de passer. Et la barre noire tout en haut, c'est le niveau humain. Et en fait, on constate que petit à petit, pour chacune de ces évaluations, les IA, au fil des années, s'améliorent jusqu'à dépasser le niveau humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de 2020, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on met en place un nouveau système d'évaluation, les IA arrivent au niveau humain de plus en plus rapidement. Et en fait, en ce moment, on a un problème, c'est qu'on n'arrive plus vraiment à mettre en place de nouveaux systèmes d'évaluation que les IA ne sont pas immédiatement en train de dépasser, quelques mois après qu'on les ait mis en place. Donc c'est une bonne illustration de l'accélération du progrès qui se passe en ce moment en intelligence artificielle. En 2022, c'est l'arrivée de ChatGPT qui devient le logiciel le plus rapidement adopté de l'histoire humaine. Et c'est là que l'IA commence à devenir beaucoup plus grand public. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur les implications et les dangers potentiels de ces avancées. Alors, ce qu'il faut surtout retenir de la technologie actuelle, c'est que ces systèmes sont fondamentalement différents des programmes informatiques traditionnels. On les appelle des boîtes noires, c'est-à-dire qu'on est en train de créer une sorte de cerveau artificiel géant, des réseaux de neurones artificiels, qu'on nourrit à partir de données et qui apprend de manière autonome. On a un algorithme pour le faire apprendre automatiquement. Mais on ne comprend pas ce qu'il a appris et on ne comprend pas comment il prend ses décisions. On n'a aussi pas de moyen de contrôler ces systèmes de manière fiable. Et cette opacité, c'est ce qui est au cœur des préoccupations que je vais maintenant aborder concernant les dangers potentiels de l'IA. Donc, voilà, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est que l'IA et de l'évolution rapide qui a lieu en ce moment, on va parler des dangers. Alors pour cela, je vais commencer par présenter un domaine de recherche parallèle qui a émergé il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc c'est un champ de recherche qui s'intéresse à trois grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre et contrôler des intelligences artificielles avancées. Alors, si vous vous demandez pourquoi on a besoin de comprendre et de contrôler des systèmes qu'on crée nous-mêmes, c'est à cause de ce que je viens d'expliquer dans le slide juste avant.
Donc, comme je viens de le mentionner, ces systèmes d'IA modernes sont des boîtes noires. On on donne des données, ce système apprend tout seul, il obtient des résultats, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne le comprend pas. C'est un petit peu comme le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe au niveau des neurones individuels, mais on ne comprend pas comment le système fonctionne dans son ensemble. Donc, un des points sur lesquels la sécurité de l'IA se penche, c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à comprendre et à contrôler ces réseaux de neurones artificiels. Ensuite, il y a la question de l'étude des risques liés à l'IA et comment est-ce qu'on pourrait atténuer ces risques. Et les conclusions de ce domaine de recherche, c'est qu'il y a beaucoup de dangers qui sont très graves et qui vont s'amplifier au fur et à mesure que ces technologies s'améliorent. Donc, je ne vais pas pouvoir présenter tous les dangers parce qu'il y en a énormément, mais globalement, je vais les classifier en 3 catégories. Les dangers qui sont présents actuellement avec les technologies qui existent en ce moment, les dangers qui risquent d'apparaître dans le court terme, donc pensez à l'année prochaine ou dans 2 ans, et ceux qui pourraient arriver sur le moyen et long terme, sachant que le moyen et long terme en intelligence artificielle, ça peut être très rapide vu la rapidité des progrès actuels. Donc, déjà, au niveau des dangers actuels, je pense que la plupart des gens auront entendu parler des deepfakes. Donc les deepfakes, c'est des vidéos et des audios qui ont été générés automatiquement par des IA, qui sont maintenant de plus en plus réalistes et très difficiles à détecter, voire impossibles. C'est-à-dire que, par exemple, depuis il y a quelque chose comme 2 mois, je pense que c'est devenu complètement impossible pour un humain de détecter une image générée par une IA versus une image réelle. Donc ces deepfakes sont déjà utilisés pour pas mal d'arnaques, donc faire du chantage, des escroqueries. Par exemple, on peut copier la voix d'un humain à partir de 10 secondes d'audio maintenant. Donc il y a déjà plein d'arnaqueurs qui sont en train d'utiliser ça pour prendre, l'apparence de vos proches et vous arnaquer. C'est pour ça que j'ai mis un conseil, très pratique, en bas de ce slide. Je vous conseille vraiment de mettre en place des mots de passe vocaux avec vos proches pour savoir que vous êtes en train de leur parler au téléphone, par exemple. La technologie existe déjà pour reproduire à partir d'une photo de vos proches, créer une vidéo réaliste de cette personne qui parle avec leur voix, s'il y a accès à un enregistrement audio. Et si jamais il y a accès à un long enregistrement audio, c'est facile même de copier le style de parole de cette personne, etc. Donc, on peut s'attendre à de grosses arnaques. Ensuite, il y a le domaine des cyberattaques et l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour amplifier ce problème. Donc, on a commencé à identifier de nouveaux vecteurs d'attaque qui utilisent l'intelligence artificielle. Et encore une fois, ces attaques dont je viens de parler, ces arnaques, peuvent commencer à être automatisées par des IA. Donc, on commence déjà à observer des acteurs malveillants qui mènent des attaques automatiques en prenant l'apparence de vos proches et en essayant de vous extorquer de l'argent comme ça. Ensuite, il y a un phénomène de détérioration de l'information. C'est-à-dire que les algorithmes de recommandation qui sont basés sur des IA créent des bulles, des chambres à écho, qui renforcent la polarisation et qui rendent beaucoup plus difficile d'atteindre de l'information fiable. Et maintenant qu'on peut générer des images artificielles et des vidéos artificielles, ça devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Ensuite, dans les dangers à court terme, donc qui pourraient se réaliser dans les 2 prochaines années, il y a quelque chose d'extrêmement préoccupant, c'est le potentiel de cyberattaques catastrophiques. Donc, très bientôt, les IA pourraient être capables de trouver des failles de sécurité plus vite que nous sommes capables de les corriger. Et c'est pas impossible que les prochaines générations d'intelligence artificielle soient surhumaines en piratage informatique. Si jamais c'est le cas, ça revient à créer une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Ensuite, il y a ce qui est remplacement du travail. Donc, à court terme, on parle plutôt d'un remplacement du travail de bureau. Et selon certaines études, jusqu'à 30% du travail humain pourrait être remplacé juste avec les modèles qui existent actuellement, une fois qu'ils seront implémentés dans le marché de l'emploi. Ça pourrait créer une grave crise économique si ça se passe très rapidement. Ensuite, il y a le problème des biorisques.
Alors, le risque, c'est un grand sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un virus, donc un virus, physique, hein, qui touche les humains, ce qu'il manque en ce moment, c'est pas, les systèmes pour synthétiser le virus. C'est-à-dire qu'on a la technologie pour, à partir d'un code génétique, synthétiser de l'ADN, à partir d'ADN, synthétiser un virus, potentiellement mortel pour l'humain. Ce qu'il manque, c'est, l'intelligence pour concevoir des virus de plus en plus, mortels, de plus en plus dangereux pour l'humain. Et c'est un domaine dans lequel les intelligences artificielles commencent à devenir, excellentes. Ensuite, il y a le problème de désinformation à grande échelle. Donc, c'est encore une fois le problème que j'ai présenté avant, mais amplifié une fois qu'on arrive à automatiser la création de nouveaux comptes qui font semblant d'être humains sur des réseaux sociaux, de nouveaux médias. Il y a de plus en plus de fausses chaînes d'information qui commencent à apparaître, qui sont gérées entièrement par des intelligences artificielles. Et ensuite, il y a des dangers que j'appellerais à moyen terme. Ça pourrait être long terme, ça pourrait être moyen terme, on ne sait pas trop. Ça pourrait apparaître d'ici 3 ans ou peut-être dans 10 ans. Donc il y a le remplacement de tout le travail humain, y compris le travail manuel. Donc il faut savoir que c'est le but explicite des labos d'IA en ce moment, de créer des systèmes qui sont meilleurs que les humains dans toutes les tâches possibles. Et il y a aussi d'énormes progrès en robotique actuellement. On se rend compte qu'en intégrant des IA dans les robots, eh ben, ils se mettent à fonctionner beaucoup mieux. Donc, il y a une grande question qui est: si on automatise tout le travail humain, heu, comment ça se passe? Comment la société s'adapte? Est-ce que la société peut s'adapter? Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup trop de pouvoir donné aux personnes qui contrôlent ces machines? Ensuite, il y a la question de la perte de contrôle. On est pour le moment en train de créer des systèmes de plus en plus avancés et plus, ces systèmes sont avancés, moins on est capable de les contrôler et moins on est capable de les comprendre. Si ces systèmes ont accès à internet et peuvent se répliquer sur internet, les conséquences pourraient être catastrophiques. Et enfin, il y a la question de la superintelligence. Donc c'est aussi le but explicite de tous ces labos d'IA, c'est de créer un système qui soit bien plus intelligent que l'humain, bien plus compétent que l'humain dans toutes les tâches imaginables. Le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas comment on ferait pour contrôler un tel système, et ça pose vraiment des questions, de risque existentiel pour l'humanité. Et tout ça, malheureusement, c'est pas de la science-fiction. Il y a des milliers d'experts, dont des prix Nobel, qui en ce moment sont en train de tirer la sonnette d'alarme et qui estiment que ces scénarios pourraient se produire d'ici 3 à 10 ans si on ne fait rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Bon, c'était très rapide, mais je prendrai des questions après. Hem, Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous demandez si c'est vrai tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que je vais essayer de vous redonner un peu d'espoir. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler que ce problème, dans un sens, est plus gérable que d'autres défis mondiaux, comme disons, le changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnes sur cette planète qui sont en train de développer des intelligences artificielles avancées et de littéralement créer le problème. Si ces personnes s'arrêtaient, le problème serait résolu. C'est pour ça que je pense qu'une action ciblée peut avoir un impact énorme. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai décidé de cofonder l'association POSIA. POSIA, c'est la branche française d'une organisation internationale appelée POSAI, qui a été fondée aux Pays-Bas l'année dernière. Et la mission est relativement simple sur papier. Heu, on demande un traité international pour mettre en pause le développement des intelligences artificielles les plus dangereuses, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de les comprendre et de les contrôler, et jusqu'à ce que nous puissions démontrer que les risques que nous prenons sont acceptables, comme c'est le cas dans toutes les autres industries. Par exemple, en aviation, on ne construit pas des avions si on n'est pas capable de garantir qu'il y a moins de 0,0001% de chances que l'avion s'écrase. En IA, pour le moment, il n'y a aucune régulation. Aux États-Unis, il y a moins de régulation pour créer une intelligence artificielle que pour vendre un sandwich. Donc ce traité international, on pense qu'il est réaliste. Les États-Unis et la Chine, qui sont les deux principaux acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, sont en train de prendre de plus en plus conscience des dangers. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Chine a même signalé à plusieurs reprises qu'elle serait prête à signer un tel traité.
A priori, on a perdu le son de Maxime. J'espère que ça vient pas de moi, mais je crois pas. Maxime, on t'entend plus, je crois. Alors, est-ce qu'on m'entend de nouveau? Oui, c'est bon. Ça fait longtemps qu'on m'entend plus ou... Juste quand tu as passé à cette slide. Ah ok, super. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire à son échelle? Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de s'informer. Donc là, je fais une présentation extrêmement rapide et si c'est la première fois que vous entendez parler de tout ça, j'imagine que vous devez être sceptique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de ressources, pour ça et encore une fois, je vous le répéter, je pense que la solution passe par une sensibilisation à grande échelle. Je pense que si seulement 1 de la population mondiale était consciente de ce qui est en train de se passer en IA en ce moment, le problème serait résolu. Donc pour ça, je vous invite à visiter notre site web, à vous abonner à notre blog. On essaye de poster un article par semaine qui présente les avancées récentes en IA, ce qu'on peut faire, les dangers qui commencent à apparaître. On publie donc des articles toutes les semaines. On a aussi des chaînes sur tous les réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube. Donc voilà, je dirais que s'informer, c'est la première chose à faire. Je conseille aussi aux gens d'aller voir le site web du Centre pour la sécurité de l'IA français, qui ont aussi un site web excellent avec un beau panorama des risques. La deuxième chose à en faire, c'est d'en parler autour de vous. Donc le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur cette planète qui sont conscients qu'il se passe quelque chose en IA, mais ce n'est pas devenu socialement acceptable d'en parler. Et plus on commence à en parler, plus ça deviendra socialement acceptable. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces informations avec votre famille, vos amis, vos collègues. Plus on sera nombreux et conscients de ces enjeux, plus on aura de chances d'influencer sur les décisions politiques et tout ce qui va façonner l'avenir de l'IA. Ensuite, je vous propose de passer à l'action. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. La plus simple, c'est de nous rejoindre chez Posia. Ça peut avoir un impact énorme. Pour le moment, on a seulement quelque chose comme 10 membres bénévoles actifs et quasiment aucun financement. Et on a déjà réussi en quelques mois à toucher des centaines de milliers de personnes avec des vidéos sur YouTube. On a organisé une conférence à Paris où on a eu chose comme une vingtaine d'experts en intelligence artificielle qui sont venus. On a rédigé un rapport qui a été co-signé par une vingtaine d'experts et d'associations. Donc, je pense que c'est assez facile d'imaginer ce qu'on pourrait faire si on avait 10 ou 30 nouvelles personnes qui rejoignaient notre association et qui venaient nous aider. Et ensuite, finalement, il y a quelque chose de tout simple, c'est faire un don. Chaque contribution compte. Pour le moment, on fonctionne sans financement. Donc, c'est encore un moment où chaque euro fait une énorme différence. Sur nos sites web, vous pourrez accéder à nos chaînes YouTube, Instagram, etc. Un lien pour faire un don, un lien vers notre blog. Je pense qu'un de nos membres a dû poster tous ces liens dans le chat. Et voilà, je voudrais juste conclure avec une pensée. Je pense personnellement que l'intelligence artificielle pourrait être la meilleure ou la pire chose qui soit arrivée à l'humanité, mais que notre trajectoire actuelle n'est pas la bonne. Je pense qu'ensemble, on peut la corriger. Alors j'espère que je vous ai convaincu qu'on fait face à un problème extrêmement urgent. Et si c'est le cas, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Parce que l'avenir de l'humanité pourrait vraiment dépendre de notre action collective dans les 3 années à venir. Et je m'attends vraiment à ce que le monde change assez rapidement. Donc voilà, c'est ma conclusion. Merci de votre attention et je vais maintenant prendre des questions. Alors, on va commencer avec les questions qui ont été envoyées dans le chat, s'il y en a. Il y en a une de Karl Joseph. Oui. Alors, Karl Joseph, donc, quelle idée de construire des IA qui excellent dans la création de virus? Alors, ouais, donc il y a plusieurs possibilités pour ça.
c'est pas forcément une propriété émergente, ça peut être des acteurs mal intentionnés. C'est-à-dire que là, on est en train de créer des IA générales, on est en train d'essayer de créer des IA générales. Donc, on ne contrôle pas vraiment les nouvelles capacités qui émergent. Quand la prochaine génération de ChatGPT va sortir l'année prochaine, GPT-5, on va découvrir de quoi elle est capable. On n'est pas capable de le prédire vraiment. Donc, c'est possible qu'elle soit devenue surhumaine en piratage informatique, c'est possible qu'elle soit devenue surhumaine en pas mal de domaines, et c'est possible qu'elle soit devenue surhumaine en biologie, auquel cas, elle serait capable d'aider des gens à créer des virus. Donc, la question pour ça, c'est plutôt, si on met un système pareil entre les mains de tout le monde, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des acteurs mal intentionnés qui utilisent ça pour créer des virus mortels. Il faut aussi savoir que la création de virus est grandement automatisée. Il existe déjà des laboratoires qui fonctionnent de façon complètement automatique, c'est-à-dire qu'on leur envoie une séquence génétique, et à partir de la séquence génétique, c'est des machines qui vont synthétiser les protéines, ce qu'on est en train d'essayer de synthétiser. Et la seule protection qui existe pour le moment pour ne pas créer des virus, c'est une liste noire. Donc, il y a une liste noire avec des séquences génétiques de virus qui ont été identifiées. Et quand on envoie à un labo une de ces séquences, le labo refuse. Mais si une IA était capable de générer une nouvelle séquence génétique qui ne soit pas dans cette liste noire, alors le labo se mettrait à la produire automatiquement. Et vous l'envoyez littéralement par courrier. Donc voilà, je dirais que c'est le vecteur de danger le principal avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions en vocal? Il y a quelques questions en texte si tu veux continuer. Ah, ok. Désolé. Donc, Eladio Kane. Alors, excuse pour la prononciation. Je cherche la question dans le chat. Ah, ok. Quelle est selon vous la probabilité qu'une IA générale voit le jour, que l'on atteigne la singularité? Alors, très dur de donner des probabilités là-dessus, mais ce qui compte, je pense, c'est que déjà, d'une part, on a un paradigme en ce moment qui pourrait mener à ça. Donc, les IA en fait, ce qui se passe en ce moment en intelligence artificielle, c'est qu'on n'est plus vraiment dans une phase de recherche fondamentale, on est plus dans une phase d'implémentation. Donc, il y a un modèle qui a été découvert en 2017 qui s'appelle Transformers, et depuis 2017, on utilise globalement toujours le même modèle, la même architecture de réseau de neurones. On la fait juste grossir de plus en plus, et on observe des propriétés émergentes, on observe un système qui devient de plus en plus intelligent. Je dirais que, d'après moi, c'est assez probable qu'on y arrive d'ici 3 ans, si on continue dans la direction actuelle. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion? On essaie de regarder ce qu'il manque. Donc, qu'est-ce qu'il manque pour arriver à une IA complètement générale? Il manque des capacités de mémoire qui soient équivalentes à celles d'un humain. Il manque à résoudre le problème qu'on appelle le problème des hallucinations, c'est-à-dire que les IA actuelles ont tendance à beaucoup inventer des faits, des données, en tout cas plus qu'un humain. Il faut savoir que les humains hallucinent aussi beaucoup, mais pour le moins, les IA hallucinent plus. Et il manque la planification à long terme. Il y a encore 1 mois, j'aurais dit, il manque le raisonnement, mais le raisonnement, c'est à peu près résolu depuis 1 mois, depuis que OpenAI a sorti un nouveau modèle qui est capable de faire du raisonnement meilleur que la plupart des humains. Donc, si on extrapole la rapidité du progrès actuel, et si on considère qu'il ne manque plus que ces quelques problèmes à résoudre, on pourrait se retrouver avec des systèmes, avec des IA générales d'ici 3 ans. Alors, une autre question suivante, une petite question sur le Centre pour la sécurité de l'IA. Pourquoi est-ce que j'ai créé, donc je crois que tu as été proche du Centre pour la sécurité de l'IA, pourquoi avoir créé une association en dehors de ce centre? Comment vous comptez vous positionner vis-à-vis d'eux? Alors, pourquoi? Parce que je pense que le Centre pour la sécurité de l'IA n'a pas... Je doute en tout cas que ça ait la possibilité de toucher vraiment un très grand public et de grandir très vite. Donc nous, à Posia, on peut utiliser l'aide de n'importe qui, peu importe leurs compétences. On accueille tout le monde.
Et on va vraiment faire des événements qui sont beaucoup plus grand public, faire des manifestations, etc. En fait, voilà, on a une approche, disons, qui est un peu plus simple que celle du CESIA. Comment on se positionne vis-à-vis d'eux? En gros, nous, on ne fait que relayer l'information qui vient de la recherche en sécurité de l'IA. Un petit peu plus d'informations sur le Centre pour la sécurité de l'IA. Pour les autres, c'est un organisme de recherche en sécurité de l'IA. Et globalement, nous, on va vraiment juste relayer les dernières recherches en sécurité de l'IA, essayer de toujours rester correct vis-à-vis d'eux, donc de toujours bien refléter les dangers qui sont sérieux d'après leurs recherches et se positionner moins sur ceux qui ne sont pas sérieux, etc. Alors ensuite, de Arnaud, merci Maxime pour ta présentation. En ce qui concerne les dangers, je pense qu'il y a aussi le fait que l'IA permet l'analyse automatisée de données, donc surveillance de masse. Alors oui, tout à fait. Donc, bon, comme c'est une présentation très courte, je n'ai pas eu le temps de présenter l'entièreté des dangers que pose cette technologie. Je conseille vraiment d'aller voir notre site web ou le site web du Centre pour la sécurité de l'IA pour avoir un panorama plus complet. Mais oui, la surveillance de masse, c'est extrêmement inquiétant et c'est déjà en cours d'implémentation. Donc là, avec les modèles de langage, comment dire, quand on échange des messages sur WhatsApp, etc., si ces messages étaient interceptés par des États, on pourrait se dire que c'était pas très très grave jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce que les États n'avaient pas la capacité vraiment de comprendre tout ce qui était dit de façon très précise. Donc ils pouvaient faire de la recherche de mots-clés. Par exemple, si vous parlez de bombes, si vous parlez de certaines choses, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit en train de regarder votre conversation, essayer de comprendre s'il y a un danger ou pas. Mais là, avec les modèles de langage, en fait, on a créé la capacité d'avoir l'équivalent d'un humain derrière chaque personne qui lit toutes leurs conversations, qui les comprend, qui est vraiment, vraiment capable de bien comprendre le sens de tout ce qui est dit et qui peut réagir de façon beaucoup plus automatique. Donc maintenant, il n'y a vraiment qu'à espérer que, que nos États soient bien alignés avec nous, n'aient pas de mauvaises intentions. Mais là, on constate que c'est en train de se passer depuis les Jeux Olympiques en France. On a aussi des systèmes qui ont été mis dans les caméras de vidéosurveillance pour détecter des comportements suspects et qui vont maintenant être généralisés à l'ensemble de la France. Donc pour le moment, ça reste des comportements qui, on pourrait se dire, sont OK d'être détectés, mais il faut vraiment se rendre compte que là, on a la possibilité pour que derrière chaque caméra de vidéosurveillance, il y ait une IA qui analyse en temps réel si vous êtes en train de faire une action qui est jugée comme répréhensible par l'État. Avant de passer à Romain, je crois qu'il y a une petite question à l'oral de Hicham. Hicham, si tu veux bien rallumer ton micro. Allez. Comme ça, on peut t'entendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Alors j'ai 2-3 petites questions pour toi. Je te tutoie, excuse-moi. Alors première question, c'est au début de ta présentation, tu disais qu'on a créé l'IA et qu'on n'arrive pas à la comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on crée des réseaux, on calque par rapport aux réseaux neurones, mais au final, on n'arrive pas à maîtriser le truc. Ouais, je peux expliciter déjà sur ce point, avant les questions suivantes. Donc en fait, en gros, on a créé un système qui apprend automatiquement. C'est-à-dire que ce qu'on a vraiment créé, c'est le concept de neurones, la façon dont ils sont organisés, et ensuite l'algorithme qui permet à ce système d'apprendre à partir de données. Donc ça, on comprend comment ça marche, c'est-à-dire qu'on a... Comment expliquer ça de façon simplifiée? On imagine si on crée un cerveau virtuel, donc, avec des neurones qui sont tous connectés les uns aux autres, et les connexions entre ces neurones sont complètement aléatoires au début. On lui présente des données, et à chaque fois que ce système se trompe, on a un mécanisme automatique qui permet de réajuster automatiquement tous ces milliers de milliards de connexions entre les neurones. Et du coup, on répète ça, donc on fait ça sur des trillions et des trillions de données.
automatiquement. Et à la fin, on obtient un système qui commence à avoir des propriétés intelligentes. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'il a appris en fait. C'est-à-dire qu'on lui a donné un algorithme pour apprendre automatiquement, et ensuite on n'est pas vraiment capable de comprendre ce qu'il a appris exactement. On sait que ce système a appris des algorithmes à l'intérieur, mais on ne sait pas lesquels ils sont. Et il y a beaucoup de recherches qui est faite en ce moment pour essayer de comprendre ça. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on donne des données à un système comme ça, on n'a aucune façon de prédire ce qu'il va en sortir de façon fiable. La seule façon vraiment de prédire de façon fiable, c'est de faire tourner le système et de voir ce qui se passe. C'est différent d'autres domaines comme l'aviation, disons, où on peut avoir des modèles simplifiés bon, c'est pas un bon exemple, l'aviation. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi à clarifier un petit peu le... Oui, j'ai un petit peu compris, oui, le principe. Ouais. En fait, c'est comme des tonnes et des tonnes, enfin des milliers de ruisseaux. Et un des ruisseaux, il tombe sur la bonne combinaison, on va dire, et il se base sur ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et effectivement, on ne sait pas comment ça s'organise. Ouais, c'est ça. Alors, juste pour les gens qui ont posé des questions dans le chat, je vais répondre à leurs questions avant de prendre ta deuxième question. Donc, on a Romain qui demande, tu penses qu'il manque encore des avancées majeures pour atteindre une AGI, ou bien juste en scalant les modèles existants, à la fin, c'est probable d'atteindre l'AGI? AGI, c'est intelligence artificielle générale. Alors, c'est une bonne question. Je pense, donc j'en suis pas certain. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de nouvelles avancées majeures. Ce qui compte vraiment, c'est que là, on est en train de passer dans un paradigme qu'on appelle les agents autonomes. C'est-à-dire qu'on prend ces IA, comme ChatGPT, etc., et on rajoute ce qu'on appelle une architecture cognitive autour, qui leur permet de se comporter comme un agent autonome, c'est-à-dire de tourner en continu. On leur donne un but et ils vont commencer à prendre des actions, à contrôler votre ordinateur, par exemple, et à faire des actions en continu jusqu'à avoir atteint ce but. Alors, ce n'est pas impossible que la prochaine génération de ChatGPT, GPT-5, à l'intérieur d'un agent autonome, soit déjà plus capable qu'un humain dans la plupart des domaines existants. C'est très difficile de savoir si ça peut se produire bientôt ou pas. Peut-être qu'il reste quelques avancées. Je pense que s'il reste encore des avancées majeures, c'est certainement pas plus d'une. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres opinions là-dessus. Par exemple, Stuart Russell, qui est un chercheur en intelligence artificielle extrêmement connu, pense qu'il faut encore 2 avancées majeures. Et il y en a d'autres qui ont des vues encore plus pessimistes ou optimistes selon notre point de vue là-dessus. Mais de mon point de vue, il y a de fortes chances à ce qu'il n'y ait pas besoin de nouvelles avancées majeures. Question de Zakenship. Quels autres risques physiques autres que la création de virus pourraient être envisagés? Alors, des risques physiques, en fait, c'est intermédiaire. C'est-à-dire qu'une perte de contrôle, c'est un risque physique dans le sens où, là, il y a des gens qui sont en train d'essayer d'automatiser leur entreprise par l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont en train de prendre des agents autonomes et de leur dire « tu fais tourner mon entreprise », qui donnent contrôle entier à leur ordinateur, et l'intelligence artificielle va envoyer des emails, va contacter des humains. Et en fait, déjà, ça passe par le vecteur humain. C'est-à-dire que là, des IA peuvent bientôt commencer à embaucher des humains pour faire des tâches dans le monde réel. Donc ça, c'est une façon d'avoir un impact sur le monde physique. Une autre, tout simplement, c'est la robotique. Donc il y a des énormes progrès en robotique. Il faut qu'on s'attende à voir des robots humanoïdes apparaître de partout dans les 2 prochaines années. À partir du moment où il y a des robots, il y a un levier d'action physique. Et on n'a pas parlé aussi des drones tueurs autonomes qui sont utilisés en ce moment en Ukraine. Il y a de plus en plus, en gros, de systèmes d'armes autonomes qui sont développés. Et donc là, encore une fois, c'est clair, c'est un risque physique très, très clair. Bon, on peut se dire que tant que ça reste dans le domaine militaire, j'ai pas envie de dire que c'est pas dangereux, parce qu'évidemment que c'est dangereux, évidemment qu'il y a des énormes problèmes éthiques, mais le
le problème qui est peut-être encore plus grave, c'est à partir du moment où cette technologie commence à se répandre parmi les civils. Donc, il faut savoir que ce n'est pas très compliqué avec la technologie actuelle de prendre un drone et de changer son logiciel pour lui faire apprendre à aller automatiquement foncer sur quelqu'un à partir de sa photo. Alors, on peut imaginer ce genre de technologie se répandre dans la société. Je vais continuer peut-être avec la question de Maël Portolera. L'intelligence artificielle pourrait-elle par la suite améliorer de nombreux domaines tels que la médecine, la construction de bâtiments, l'aviation? Oui, alors tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on est en train, ou en tout cas les gens qui sont en train de la construire foncent là-dedans, parce qu'ils ne voient que les bénéfices sans vraiment se soucier des risques. Donc c'est un petit peu ce qui miroite et qui fait que les gens foncent pour développer ça. On peut s'attendre à de gros progrès en médecine, mais le problème, c'est que souvent, ce genre de progrès, il y a un envers de la médaille. C'est-à-dire que si on a un système qui est capable de développer automatiquement de meilleurs médicaments, il est aussi capable de développer de nouveaux virus, etc. Donc, la clé, c'est vraiment d'arriver à contrôler ces systèmes pour mitiguer les risques et obtenir uniquement les bénéfices. Les IA peuvent-elles comprendre au mieux les besoins de leur mission et parviendront-elles à s'adapter tout en respectant les grandes règles qui leur sont dictées? Alors non, justement, c'est le gros problème. C'est que pour le moment, ça, on ne sait pas vraiment faire. Donc il y a un problème qui s'appelle le problème de l'alignement, qui consiste à essayer de comprendre comment on peut aligner des intelligences artificielles avec des valeurs humaines. Et on constate que plus les intelligences artificielles sont puissantes, moins elles sont alignées. Et en fait, c'est un problème vraiment fondamental, presque philosophique, c'est-à-dire qu'on utilise du langage naturel pour se faire comprendre, mais ce n'est pas possible de transmettre toutes nos valeurs juste en quelques mots. C'est-à-dire que pour se faire comprendre entre humains, on se base sur un socle de connaissances communes. On est tous humains, on a tous une histoire à peu près similaire. Et même en partageant cette histoire similaire, on a quand même déjà de gros problèmes de valeurs qui ne sont pas forcément partagées. Mais là, on est en train de créer des systèmes qui sont complètement aliens et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elles soient capables de comprendre et de suivre nos instructions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions de Maël. Du coup, par souci d'équité, je vais redonner une question à Hicham. Merci. Alors, si j'ai bien compris, donc le but, c'est de créer par analogie au nucléaire, créer une agence mondiale qui surveille l'IA. Et l'agence ce qui concerne le nucléaire, en fait, il y a eu Tchernobyl et après, il y a eu l'agence. Et ma question, est-ce qu'il y aura un Tchernobyl IA? Et ensuite, on aura effectivement un contrôle étatique de toutes les technologies IA. Alors, j'espère que non. J'espère que non. Malheureusement, c'est pas impossible. C'est-à-dire que l'espèce humaine, on a tendance à être réactive et pas proactive dans les problèmes de long terme. Bon, on n'est pas fait fondamentalement pour réfléchir à des questions de long terme et du coup, on attend à ce qu'il y ait un problème qui apparaisse et quand ça devient vraiment concret, quand on peut vraiment plus l'ignorer, là, on met en place des systèmes pour essayer que ça ne se reproduise plus. Donc ça, on ne peut pas se le permettre avec des risques d'ampleur catastrophique ou existentielle. On ne peut pas se permettre de créer une super intelligence qui n'est pas alignée avec les valeurs humaines, qui va prendre le contrôle de notre civilisation et ensuite apprendre de nos erreurs et corriger le tir parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Du coup, il faut absolument mettre en place ce genre d'agence avant que ça se produise. C'est possible qu'il y ait des catastrophes, je dirais des catastrophes mineures. En fait, elles sont déjà plus ou moins en train de se produire en ce moment même. Et il faut espérer que ça fasse réagir suffisamment de personnes pour qu'on crée une agence. Par exemple, en ce moment, en Corée du Sud, il y a quelques semaines, il y a 6000 personnes qui sont allées dans la rue pour manifester contre les deepfakes parce qu'il y a eu en ce moment une épidémie en Corée du Sud de vidéos pornographiques créées à partir de photos d'étudiantes. Donc ça s'est systématisé dans toutes les universités. Il y a des réseaux de gens qui créent des vidéos pornographiques à partir de fausses vidéos pornographiques à partir des des photos publiques des étudiantes dans ces universités. Et c'est un phénomène qui est en train de détruire psychologiquement des milliers d'adolescentes dans le monde.
et c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Donc peut-être que c'est un de ces moments où beaucoup de gens commencent à réaliser qu'il y a un problème. Peut-être qu'il faudra attendre qu'il y ait une catastrophe dans le domaine de la cybersécurité, mais notre espoir, c'est qu'en alertant suffisamment tôt sur ces problèmes, on va arriver à obtenir une approche proactive. Alors, je vais prendre une autre question de Maël. Si une IA devient bien plus intelligente que les humains, il est possible qu'elle suive des objectifs qui ne correspondent pas aux intérêts humains. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Et ça peut se faire de façon... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme dans les films de science-fiction où une intelligence artificielle se mettrait à détester les humains et à les attaquer parce qu'elle les déteste. Non, le problème, c'est plutôt une question de dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des systèmes qui optimisent un objectif. Donc, en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'entraîner des IA pour maximiser les profits de leur entreprise. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de communiquer toutes les contraintes qu'un humain aurait en tête quand il essaye de faire ça. Si moi, j'essaie de construire une entreprise, je sais que je ne vais pas aller tuer des humains pour maximiser mes profits. Je sais que je ne vais pas prendre le contrôle de multinationales adverses, etc. Je vais respecter un ensemble de règles qui me sont évidentes. Mais ces intelligences artificielles, on n'a pas vraiment de moyens pour le moment de communiquer toutes les contraintes. Et donc, on peut s'attendre à ce que ces systèmes se mettent à essayer d'optimiser la tâche pour laquelle ils ont été créés, sans aucune considération pour les humains, en fait. Et donc, voilà, ce serait plutôt un problème de dommages collatéraux. De plus, une IA de ce type pourrait chercher à optimiser des objectifs. Oui, c'est à peu près ce que je viens d'expliquer. Et oui, il s'agit d'un souci d'alignement. Si l'intelligence artificielle... Oui. Pardon. Je vois qu'on arrive à peu près à court de temps, donc je vais prendre encore une question de plus, peut-être de quelqu'un d'autre, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions. Donc, Carl Joseph qui demandait quel serait l'objectif d'une Edge AI, IA. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une Edge IA, donc si tu veux prendre la parole et le préciser. Alors peut-être que je l'ai mal écrit, c'est ce que j'ai entendu lorsque vous parlez d'intelligence. Pardon. Oui, désolé. AGI, oui, c'est AGI en anglais. Quel serait l'objectif? En fait, ça va être l'objectif qu'on lui a donné, mais pas forcément bien interprété. C'est-à-dire qu'on observe déjà un gros problème qui est une interprétation littérale des objectifs qu'on leur donne ou une interprétation qui est biaisée. Donc, il y a un exemple qui est intéressant, une intelligence artificielle qui avait été entraînée pour jouer à un jeu vidéo où elle devait, on lui a dit d'optimiser son score dans le jeu. Elle a tout de suite trouvé un espèce de hack qui lui permet de tourner en boucle et d'optimiser le nombre de pièces qu'elle collectait. On a un autre exemple qui est super intéressant où une intelligence artificielle qui contrôle une pince mécanique, on a fait en sorte de bloquer sa pince et elle est censée déplacer une balle d'un endroit à un autre. Et elle apprend très rapidement qu'en faisant un mouvement brusque, elle est capable de débloquer sa pince et ensuite de l'utiliser pour attraper la balle et la déplacer. En fait, la clé, c'est encore une fois, on n'a pas de moyen de préciser, de donner très précisément un objectif et de communiquer toutes les contraintes autour de cet objectif. Alors, on a une question à l'oral de Stéphane. Je ne sais pas combien de questions tu veux encore. Ok, je vais encore. Je vois plus qu'une question sur le chat. Je vais répondre. Ensuite, je finirai avec la question de Stéphane. Donc, Alban qui demande, je voudrais savoir si les IA simples sont plus faciles à aligner que les plus complexes. Oui, tout à fait. Donc, déjà, les IA qu'on appelle étroites, donc qui sont faites pour une tâche spécifique, on a à peu près la garantie qu'elles vont pas. Une IA qui a été entraînée pour jouer au jeu d'échecs, elle ne va pas soudainement devenir surhumaine pour conduire une voiture, par exemple. Ça, on en est à peu près certain. Donc, c'est déjà des systèmes qui sont beaucoup moins dangereux. Et ensuite, globalement, les IA plus simples, on a plus de chances d'arriver à les comprendre. Donc, en alignement, là, on commence à travailler sur des réseaux de neurones plus petits. Et l'idée, c'est que si on arrive à maîtriser la compréhension de ces réseaux de neurones petits, ensuite, on peut passer à un système plus grand et espérer continuer à avoir cette compréhension. Mais si on commence directement avec des systèmes géants, avec des trillions de paramètres, c'est beaucoup plus compliqué. Et je vais finir avec la question de Stéphane.
Oui, salut Maxime. Salut. Salut. J'avais entendu dans une de tes vidéos où vous aviez parlé d'une intelligence artificielle qui avait été mise dans un environnement pour essayer de résoudre un problème impossible à régler, me semble-t-il, et qu'elle y était quand même arrivée. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Elle a détourné le Euh, truc pour, ou elle a Ah trouvé une oui, faille. Si tu, voilà, c'est parce que je t'ai entendu pas mal utiliser le mot émergent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment ce que c'est que ce truc émergent, quoi. alors il y a plusieurs exemples dans ce style. Il y en a un récemment avec la toute dernière IA de OpenAI pendant ses tests d'évaluation. Donc c'est une IA qui est censée être excellente en raisonnement, un peu comme les humains. Donc ils ont voulu voir si elle était assez forte pour faire des cyberattaques. Donc pour expliquer ça simplement, ils l'ont mis dans un environnement virtuel où elle avait pour tâche d'aller hacker un serveur pour récupérer de l'information. Mais il se trouve qu'il y avait un problème dans le test et le serveur n'était pas allumé. Donc en théorie, la tâche devait être impossible. Mais l'IA s'en est rendu compte. Alors je pense que je risque de dire des bêtises parce que je ne me souviens plus de l'exemple exact, mais il me semble qu'elle a fait quelque chose comme aller rallumer le serveur pour justement pouvoir rentrer dedans et voir ce qui se passait. Bon, je suis désolé, je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple exact, mais oui, ça arrive qu'on ait des IA qui trouvent des solutions créatives auxquelles les personnes qui ont mis en place le test n'avaient pas encore pensé. Euh, et, et pour finir, je vois une question de Hicham dans le chat qui dit: qu'est-ce qui nous prouve que tu n'es pas une IA? Ben, c'est rigolo, mais en vrai, vous ne pouvez pas vraiment savoir. C'est-à-dire que là, on a la technologie pour créer des intelligences artificielles qui soient aussi convaincantes que moi, là, avec ma présentation virtuelle. Et il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui mènent ce genre d'attaque très bientôt. Donc, si vous rejoignez une présentation et vous ne connaissez pas le présentateur, ça peut valoir le coup de commencer à se poser la question: qu'est-ce qui me dit que c'est un humain en face de moi? Donc voilà, sur ce, je pense qu'on peut conclure. Et encore une fois, je vous appelle à aller jeter un coup d'œil à notre site web, inscrivez-vous à notre blog, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci beaucoup pour votre attention.